Compte tenu du retard, je vais être relativement brève et pour donner la parole à Richard Weisberg, je vais en 2 mots, je vais essayer de résumer ce qu'est l'accord de Washington. Comme il a été déjà signalé par plusieurs interventions, à l'origine, la Commission, en 1999, n'avait pas la possibilité de proposer des mesures de réparation au titre des spoliations bancaires. Elle ne pouvait pas enjoindre effectivement des établissements bancaires, personnes privées, à réparer ou à restituer des sommes qu'ils avaient peut-être conservées. À la fin des années 90, on est dans un contexte complexe. Des procès ont lieu aux États-Unis contre les établissements bancaires ayant exercé une activité sous l'occupation. Et donc, la solution qui va être privilégiée, qui va être retenue, c'est la voie diplomatique. Autour de la table vont se mettre des représentants des établissements bancaires, les avocats des plaignants américains, dont Richard est un des représentants, Richard Weisberg est un des représentants, et donc les gouvernements français et américains, afin qu'une solution globale et définitive soit trouvée à toutes ces actions. Et surtout afin que la Commission puisse proposer des mesures de réparation individuelles, parce que la caractéristique de la Commission est celle-ci, c'est qu'elle a la possibilité de réparer des réparations individuelles, à la différence de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est tournée vers la réparation collective. Donc, en concertation avec les avocats des plaignants, 2 fonds déjà ont été constitués dans cet accord diplomatique signé le 18 janvier 2001. Donc des fonds bancaires d'une valeur en gros de 72,5 millions de dollars. Donc 2 fonds, un fonds A, c'est toujours très technique, mais un fonds A qui a pour vocation d'indemniser les comptes que la Commission va pouvoir retrouver dans les archives qui seront mises à sa disposition, aussi bien par les établissements bancaires signataires de l'accord que par les propres recherches qu'elle mènera. Et un fonds B qui a la particularité de proposer des indemnités forfaitaires parce qu'on le sait, les archives sont lacunaires. Les 60 ans nous séparaient des spoliations. Il y a une prescription dans la conservation des archives. Donc pour beaucoup de personnes qui revendiquaient des comptes bancaires, elles n'avaient pas la possibilité de prouver leur existence. Donc il a été décidé qu'un fonds B permettrait d'indemniser de manière forfaitaire ces personnes si elles déposaient une déclaration sous serment. Je tiens à préciser que l'accord de Washington régit la réparation bancaire, donc il y a une condition de saisine pour que des recherches en matière bancaire soient menées. C'est ce qui explique que la Commission, sur ces 30 000 dossiers, n'a que environ 10 000 dossiers bancaires enregistrés. Le fonds A de cette commission, de cet accord, est lié à la durée de vie de la commission, ce qui fait que si aucune forclusion n'est annoncée, le fonds A continue de fonctionner. La particularité, en revanche, du fonds B, c'est qu'il a fait l'objet d'une surveillance par donc un représentant des avocats des plaignants et par 2 membres des gouvernements américains et du gouvernement français. Et depuis 2001, en fait, ce comité de surveillance du fonds B se réunissait et en marge de ces réunions se tenaient ce qu'on appelle des réunions informelles au cours desquelles des discussions étaient engagées, des discussions parfois musclées, mais pour qu'on augmente soit la consommation des fonds bancaires, soit pour que la Commission, dans la construction de sa doctrine, s'assouplisse ou justement soit plus généreuse. Il y avait aussi également la question qui n'était pas réglée par l'accord de Washington de
qui vient au droit de tel établissement bancaire ou de tel autre. Enfin, toutes ces questions ont été discutées au cours de réunions informelles, et c'est la coopération en fait entre la partie américaine et la partie française qui ont pu conduire à l'évolution de cet accord qui depuis 2001 a connu 4 échanges de lettres diplomatiques, donc en 2001, en 2002, le dernier étant en 2006. Je vais laisser la parole à Richard et je vous propose. Alors, je vais vous présenter M. Weisberg, qui est donc anciennement professeur de littérature française à l'Université de Chicago, qui enseigne le droit constitutionnel depuis 35 ans, appelant à la justice pour les victimes du régime de Vichy, dans le cadre de l'accord de Washington dont on vient de parler. Donc, il a été désigné comme représentant des plaignants auprès de la CIVS, et il a eu d'ailleurs la Légion d'honneur pour son action. Il a enseigné à Paris 10 Nanterre, il a participé à des colloques à Paris 1 et à Paris 3 et à l'Institut d'études politiques, et il est l'auteur de très nombreux articles et de livres traitant du mouvement droit et littérature, du rapport entre droit et littérature, dont L'échec du mot, quand les avocats s'en emparent, et puis quand les poètes aussi. Et il a aussi travaillé sur Vichy, la justice et les Juifs, et puis un travail sur la parole défaillante. Alors, je vais vous demander, non pas d'être défaillant, mais si possible d'être court, parce qu'on est très en retard, et donc d'essayer de nous expliquer, de votre point de vue, comment ce volet bancaire se présente et comment la mise en œuvre par la partie américaine de l'accord de Washington s'organise. Merci beaucoup. Ce sera une parole courte, et en fait, mon discours, c'est terminé. Merci d'être venu. Non, j'ai 2 ou 3 choses à discuter avec vous. And although I usually follow the lead of Stuart Eisenstadt in these matters, je m'excuse de vous parler en français. Bien que pendant la période questions-réponses, je revienne peut-être à ma langue natale. Je vous remercie, Sylviane, ainsi que le président, et de m'avoir invité ici. Je suis très honoré devant M. Serge Klausfeld, et je vais essayer d'ajouter un peu à cette histoire qui est très compliquée, mais à la fin des choses, je crois aussi une histoire assez réussie et très honorable. C'est l'histoire de la spoliation bancaire, et je vais vous parler de ça. J'ai eu le plaisir et l'honneur, presque dès le commencement de la CIVS, de contribuer avec des collègues français et américains à une mesure de justice en faveur des victimes du statut des Juifs de Vichy. En tant qu'historien de cette triste époque, une tâche aidée par les interviews avec, par exemple, un héros de Vichy, de l'époque de Vichy, l'avocat Philippe Serre, et aidé, je dois dire, par Serge Klausfeld, qui m'a très gentiment assisté envers des recherches touchant sur le comportement du barreau de Paris pendant cette triste époque. J'ai fait une histoire de Vichy et surtout les comportements des juges, des avocats, des professeurs de droit, etc. Mais plus tard, en tant qu'avocat, devant la justice américaine, j'ai recherché d'abord la vérité historique de Vichy et puis les intérêts des victimes de la guerre. Ces 2 buts, la vérité historique et une certaine justice pour les victimes, ont motivé ceux qui signeraient l'accord de Washington de 2001. En application de cet accord, j'ai été nommé représentant des plaignants au comité de surveillance de la CIVS pour la spoliation bancaire, où j'ai travaillé côte à côte avec les diplomates, les organisations juives et les collègues, toujours afin de suivre et même d'améliorer les règles du jeu
de l'accord de Washington, un travail de plus en plus généreux qui continue, comme vous avez entendu, jusqu'à l'heure présente. Avant cet accord, les efforts des avocats américains avaient déjà joué un rôle pour une réparation pour les victimes juives de la spoliation. En France, à cette époque, disons entre 1997 et 2001, on n'a pas bien compris ni ces efforts, ni les motifs, ni les procédures de la justice américaine. Bien au contraire, une chronologie a été adaptée en France avant et après l'accord de Washington, qui tendait à minimiser, voire à nier, l'importance de la justice américaine pour l'adaptation éventuelle de la réparation systématique en France, surtout en ce qui concerne la spoliation bancaire. Décrivant sans être toujours précis, et je comprends ça, un système américain légal qui aurait favorisé uniquement les avocats, quelques-uns parmi les commentaires ont eu tort en constatant un manque total d'éthique professionnelle, ignorant que les avocats américains sont strictement réglementés et ne sont pas libres de solliciter des clients, ni par une publicité vulgaire, ni par une vente de leurs services. De plus, ces comptes rendus ont ignoré que l'une des raisons pour l'accord de Washington de 2001 a été la victoire en 2000 pour ces plaignants devant la justice américaine à New York. Il s'agissait d'une opinion juridique magistrale du juge fédéral Sterling Johnson, un avis de 46 pages qui a été rendu en tenant compte spécifiquement et très respectueusement des 3 commissions déjà en place en France, Matteoli, Jour, comité de surveillance, et la nouvelle née CIVS, mais qui a conclu que ces efforts, bien qu'admirables, ne satisfaisaient pas encore aux demandes de la justice américaine envers ses victimes. Ce jugement de la Cour à New York n'a jamais été interrompu ou annulé, traduit en version anglaise d'un historien français, Quash, mais au contraire a conduit directement à l'accord de Washington, où il est cité formellement, non pas pour le couper court, mais pour le faire suivre par la paix juridique négociée à Paris et Washington fin 2000 entre les 2 gouvernements, les plaignants et bien sûr les banques, qui d'ailleurs avaient eu toute possibilité d'exprimer auparavant leurs arguments devant le juge Sterling Johnson. Peu enthousiastes au premier moment, les Français, sous la direction de M. Andréani, ont fini par coopérer et même sculpter, je dois dire, avec M. Eisenstadt, un génie dans les négociations et lui-même une sorte de poète. Et avec M. Andréani, M. Eisenstadt avait sculpté le projet pour les affaires bancaires de la CIVS. C'était déjà établi grâce aux efforts des Français et de la commission Matteoli et prête à élaborer le système de réparation avec les organisations comme Simon Wiesenthal et comme le FSJU, dont nous a parlé tout à l'heure Mme Greenberg, et avec l'aide des diplomates français et américains. Je décris maintenant très brièvement une partie du travail de la CIVS dans les années 2002 jusqu'à 2010. À Paris, 3 fois par an, il y a eu des rencontres du comité de surveillance pour les questions bancaires qui, selon l'accord de Washington, comprenait 2 représentants des gouvernements français et américains et le représentant des plaignants devant la justice américaine, et c'était moi.
On y a bénéficié de l'expertise financière des Français et de beaucoup d'autres influences afin de distribuer autant que possible les fruits des deux fonds dont nous a parlé tout à l'heure Sylviane, c'est-à-dire le fonds A et B qui étaient établis par l'accord de Washington, fonds qui avaient été augmentés par les efforts amicaux des membres du comité. En outre, on a toujours essayé d'identifier autant que possible les victimes elles-mêmes qui habitaient bien entendu non seulement en France ou aux États-Unis ou en Israël, mais aussi dans les petits coins du monde entier. Cette tâche s'avérait difficile. Malgré les efforts honorables du gouvernement français, marqués par 2 annonces mondiales, parce que le système interne de la CIVS, et il faut le dire des traditions françaises, rejetait l'idée de publier les noms des victimes, bien que, ironiquement, pendant la guerre et tragiquement, ces noms étaient tragiquement mis au jour. Et pourtant, grâce à l'esprit de coopération et de bonne foi chez beaucoup de ceux qui travaillaient et qui travaillent toujours pour la CIVS, comme ma collègue Sylviane Rochotte, les juges, les rapporteurs et le rapporteur général, les chercheurs, etc., on a fait beaucoup de progrès actuellement, jusqu'au moment actuel et dès le commencement. À ce propos, il faut que je cite le nom de mon collègue et mon ami, M. Lucien Calfon. Le préfet Calfon a été pendant 6 ou 7 ans le directeur de la CIVS. C'était lui qui, formellement, oui, mais plutôt en marge des rencontres formelles, dans les couloirs, pour ainsi dire, inspirait un système d'échange de lettres diplomatiques qui ont étendu le système de l'accord de Washington pour mieux aider la communauté mondiale des victimes des lois raciales de Vichy. Grâce à lui et aux 2 gouvernements, les versements ont augmenté pour le fonds B, par exemple, et en 2005 et 2006, on a fait même mieux avec la participation du préfet Calfon et les ambassadeurs Jacques Hunziger et Edward O'Donnell, et sous la direction de M. Surbiguet, président du conseil de surveillance, on a beaucoup accompli pour les victimes dans un esprit de largesse et de l'amitié. Distincte de la période des litiges que j'ai décrite, ces années représentent et exemplifient la coopération entre les 2 pays, illustrée par M. Calfon, Francis Lott et beaucoup d'autres personnalités françaises. Ces gens-ci ont tout fait au cours de ces années pour élaborer au sein de la CIVS un système détaillé, juste et de plus en plus généreux envers ceux qui s'y sont identifiés comme victimes des banques. Mais après des années de travail ensemble, il nous reste beaucoup à faire. Comme disait le Premier ministre Jospin, et répété ce matin, le préjudice moral reste imprescriptible. Même s'il faudra à la CIVS une autre dizaine d'années, et pourquoi pas, la tâche continue. Lors d'une rencontre toute récente avec M. Jean Monod, M. Bernard et des autres responsables, moi et mon collègue Eric Friedman, qui a tellement fait pour des requérants et les ayants droit, et maintenant les petits-enfants, 4 points à suivre pour l'avenir a été exprimé. Au lieu de les détailler pendant ce discours, je laisse pour la question-réponse, si vous voulez, les détails de ces 4 points. Mais pour le moment, mesdames et messieurs, il ne me reste que de remercier M. Benezek, M. le Président, Sylviane,
et beaucoup d'autres de m'avoir invité à cet événement déjà très émouvant. Merci beaucoup.